الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme habituellement vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé le plus rapidement et avec les dernières nouvelles en toute primeur, bien entendu. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 141e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Magharibia se penche aujourd'hui quelque peu, si on peut dire, sur cette question lancinante du Sahara. Que ravive cette organisation des Nations Unies, donc l'ONU, qui vient de nommer un Russe comme chef de la MINURSO, alors que selon le constat d'un rapport publié par un think tank ibérique, les Espagnols sont visiblement convaincus qu'il y a un Maroc avec la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara et un autre après. Tandis qu'en ce qui concerne l'Algérie, l'ensemble des approvisionnements de l'Espagne en gaz serait apparemment assuré via ce gazoduc nommé Medgaz, pendant que les partis marocains déplorent une décision unilatérale et inappropriée à propos de cette rupture diplomatique entre les deux pays voisins. Mais n'est-il pas nécessaire tout de même de jeter un petit coup d'œil dans ce rétroviseur méditerranéen pour réveiller certaines amnésies au travers de petits rappels, oui, de petits rappels expressément oubliés lorsque le soutien marocain de jadis à la libération algérienne, qui avait pris toutes les formes possibles au niveau militaire, logistique, financier, administratif, diplomatique, politique, etc., puisque la liste est à n'en pas finir, donc non exhaustive, comme d'habitude. Mais en cette Algérie de nos jours, avec une économie en difficulté marquée par la baisse continuelle des réserves de change du pays, le gouvernement algérien a pris une mesure radicale, oui, une mesure radicale pour obliger les importateurs à se conformer à la nouvelle réglementation, une nouvelle réglementation relative justement à cette importation. Mais revenons-en à notre sommaire, si vous le voulez bien, en nous consacrant aux titres, uniquement aux titres qui font la séquence d'aujourd'hui, puisque du côté du Sahara marocain, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a nommé un Russe chef de la MINURSO. En effet, pas plus tard que ce vendredi 27 août, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé le Russe Alexander Ivanko comme nouveau représentant spécial pour le Sahara marocain et en même temps chef de la MINURSO. Il succède ainsi au Canadien Colin Stewart, dont la mission a expiré en juillet dernier, et Alexandre Ivanko connaît bien les arcanes de la MINURSO et les problèmes auxquels elle fait face. Depuis 2009,
Alexander Evanko, travaillait au sein de l'état-major de la mission onusienne au Sahara. Et ce Russe apporte à ce poste plus de 30 ans d'expérience dans les affaires internationales, le maintien de la paix et le journalisme. Il a auparavant été directeur de l'information publique pour la mission des Nations Unies au Kosovo de 2006 à 2009 et porte-parole des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine de 1994 à 1998, ce qu'indique l'Organisation des Nations Unies. Et les relations entre Colin Stewart et le Polisario étaient tendues, puisque le Canadien a refusé purement et simplement de se réunir avec des membres du front à Bir el-Hlo, exigeant de se rencontrer uniquement dans les camps de Tindouf, sur le territoire algérien. Le poste d'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU reste toujours vacant depuis 2019, suite à la démission de cet Allemand Horst Köhler pour soi-disant raison de santé. Alors que du côté de l'Espagne, un rapport passe au crible les conséquences de la reconnaissance des USA, donc des États-Unis d'Amérique, de la marocanité du Sahara. Et cette reconnaissance de l'administration de Donald Trump, de la marocanité du Sahara, continue d'être passée au crible par les centres de recherche en Espagne. Le dernier acte porte la signature de l'Institut pour la sécurité et la culture, qui a publié un rapport intitulé « Le Maroc, le détroit de Gibraltar et la menace militaire sur l'Espagne », excusez du peu, ce que rapporte ce vendredi 27 août OK Diario. Ce média en ligne s'est essentiellement focalisé sur des extraits qui répondent à sa ligne éditoriale alertant de l'armement de Rabat. Néanmoins, ce think tank a consacré 3 chapitres, à la décision de l'ancien président Donald Trump et ses impacts sur les relations entre le Maroc et les États-Unis, le statut du Maroc et la stratégie africaine du Maroc. Et cet institut constate que le Maroc a su tirer profit de la stratégie de Donald Trump et Benjamin Netanyahou au Moyen-Orient et le conflit palestinien, retardant magistralement le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël, jusqu'à ce qu'il obtienne la reconnaissance des États-Unis de sa souveraineté sur le Sahara. Et cette reconnaissance des États-Unis va renforcer, semble-t-il, l'hégémonie, entre guillemets, du Maroc sur le continent. Et c'est ainsi que le centre de recherche estime que le coup de pouce de Donald Trump dépassera la simple officialisation de liens déjà existants entre Rabat et Tel Aviv. Le schéma des relations politiques au Maghreb, au Sahel et en Afrique subsaharienne va changer, d'après ce rapport, qui décortique ainsi les conséquences de cette reconnaissance sur la place du Maroc au Maghreb, en Afrique, et notamment le Sahel, et surtout en Europe. L'Institut considère que la décision actée le 10 décembre 2020 aura un effet d'appel sur d'autres pays, notamment en Europe, pour emboîter le pas aux États-Unis d'Amérique. Certains États du groupe de Visegrad, réunissant la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie, pourraient s'ajouter sur cette liste. Cet Institut pour la sécurité et la culture, ISC, affirme par ailleurs que le décret de l'ancien président américain devrait renforcer le leadership du royaume marocain au niveau africain
citant particulièrement le projet de construction du gazoduc transsaharien reliant le Nigeria, le Maroc et l'Europe. Ce gazoduc, qui, en plus de saper le monopole algérien sur le gaz, fournirait l'approvisionnement en ce produit à 13 pays d'Afrique de l'Ouest. Et cette crainte d'une hégémonie, de nouveau entre guillemets, supposée du royaume marocain en Afrique, a été également pointée du doigt dans un rapport de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. Et contrairement à ses collègues allemands, cette ISC, l'Institut pour la sécurité et la culture, a choisi de se concentrer sur les conséquences de cette influence du Maroc au niveau régional et continental, sur la souveraineté de l'Espagne, sur Ceuta, Melilla et les autres territoires extra-péninsulaires. Une question qui revient d'ailleurs en force sur la scène politique, en Espagne, grâce à une campagne politique menée par le PP, ce parti populaire, et relayée en boucle par les médias de la droite plurielle. Le rapport de cet Institut pour la sécurité et la culture, cette ISC, en outre, anticipait la rupture des relations entre le Maroc et l'Algérie. Et du 24 août dernier, soulignant que la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara va exacerber les tensions entre les deux pays. Et pour mémoire, en mars dernier, le département de sécurité nationale, ce DSN, qui relève de la tutelle directe de la présidence du gouvernement espagnol, a reconnu dans son rapport 2020 sur les défis sécuritaires menaçant la stabilité du pays, qu'en prenant acte pour la marocanité du Sahara, Washington a aggravé tout simplement la complexité de la situation. Mais pendant ce temps, l'Algérie semble accorder l'ensemble de ses approvisionnements de l'Espagne en gaz assurés via le gazoduc Medgaz. En effet, le ministre algérien de l'énergie et des mines, ce Mohamed Arkab, a annoncé ce jeudi dernier à Alger que l'ensemble des approvisionnements de l'Espagne en gaz naturel algérien sera assuré à travers le gazoduc Medgaz, mettant en exergue le récent projet d'extension de la capacité de ce gazoduc reliant directement les deux pays, à savoir l'Algérie et l'Espagne. Une annonce qui intervient après avoir douté de la volonté du Maroc de renouveler l'accord du gazoduc Maghreb-Europe cette fois, exprimé par la directrice de l'Office national des hydrocarbures et des mines, cette fameuse ONIM, qui est donc par sa dirigeante, qui est Amina Benkhadra, la semaine dernière déjà. Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, ce Fernando Moran, le ministre algérien a affirmé l'engagement total de l'Algérie de couvrir l'ensemble des approvisionnements de l'Espagne en gaz naturel à travers le Medgaz, selon un communiqué du ministère repris par l'agence APS, cette Algérie Press Service. Il a aussi réitéré la volonté de l'Algérie à renforcer ses relations et à promouvoir le partenariat entre les deux pays pour le bénéfice des deux parties. Ce Mohamed Arkab a rappelé les efforts déployés par l'Algérie pour garantir la sécurité des approvisionnements en gaz naturel du marché espagnol à travers les importants investissements consentis pour acheminer dans les meilleures conditions le gaz naturel sur le marché, mettant en avant le projet d'extension de la capacité du gazoduc Medgaz reliant directement les deux pays. Et la semaine dernière, des experts algériens, entre guillemets,
ont indiqué dans une déclaration à cette APS, cette Algérie Presse Service, donc une agence au service du pouvoir, que l'Algérie n'a toujours pas décidé de reconduire son contrat avec le Maroc relatif au gazoduc Maghreb-Europe qui expire tout de même le 31 octobre prochain. Comme si les clés de cet enjeu sont détenues uniquement par cette Algérie. Un renouvellement décidément très compliqué par l'annonce faite par cette Algérie mardi dernier de rompre ses liens avec le Maroc et qui ont les conséquences que vous savez. Cependant, quasi toutes les parties marocaines, pratiquement, déplorent cette décision de rupture diplomatique unilatérale et inappropriée. Effectivement, les chefs de partis politiques ont déploré la décision unilatérale et inappropriée des autorités algériennes de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc, jugeant nécessaire de préserver les liens historiques unissant les deux peuples frères. Les dirigeants de ces formations politiques estiment que le contexte régional et mondial actuel exige en revanche des actions à même de rassembler des peuples de la région maghrébine autour des valeurs et des intérêts communs pour avancer ensemble sur la voie du progrès et de la croissance partagée. Nous regrettons la position des dirigeants algériens de rompre les relations diplomatiques et de chercher par tous les moyens à déstabiliser le Maroc, ce que déclare à la MAP, donc cette agence marocaine de presse, le secrétaire général du mouvement populaire, ce MP, qui est Mohamed Lansana. Pour lui, les arguments avancés par les autorités algériennes pour justifier leur récente décision sont dénués de toute crédibilité. De son côté, le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, ce PPS, Mohamed Nabil Ben Abdallah, a souligné que la décision unilatérale du régime algérien de rompre les relations diplomatiques avec le royaume est une décision arbitraire et incompréhensible. En prenant une telle décision, l'Algérie se cherche par tous les moyens une échappatoire aux problèmes alimentant l'instabilité politique, économique et sociale dans ce pays maghrébin, a-t-il expliqué. Dans le même ordre d'idées, le premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, l'USFP, Driss Lachgal, a qualifié de profondément regrettable la décision algérienne. Il déclare « Nous avons espéré que les dirigeants algériens répondent favorablement à l'appel royal, mais nous sommes loin d'être surpris par la posture algérienne », a-t-il relevé. Quant au chef de l'Union constitutionnelle, cette UC, Mohamed Sajid, s'est dit, pour sa part, étonné de la décision algérienne à être à un moment où l'on aspirait tourner la page du passé dans la foulée du discours du roi Mohamed VI. Et pour ce dirigeant politique, tourner le dos à une histoire commune, multiséculaire, allant d'une décision unilatérale, s'avère tant inopportune qu'inappropriée. Le secrétaire général du Parti socialiste unifié PSU, la secrétaire donc Nabila Mounib, a quant à elle exprimé son regret quant à la situation actuelle, déplorant que les peuples du Maghreb tardent à voir se concrétiser le rêve d'un grand Maghreb uni et démocratique. Mais alors, quel grand Maghreb uni et démocratique? Sans nul doute, un grand Maghreb
unie et démocratique, vue à travers un rêve qui est plus utopique. Et c'est loin, c'est le moins que l'on puisse dire. N'est-ce pas plutôt un grand Maghreb plus que désuni et encore loin d'être démocratique? Mais qui peut se réjouir dans le fond de ces escalades et de ce blocage sur le chemin d'une union maghrébine chaque jour un peu plus compromise? Et si l'on peut trouver une explication à la fuite en avant d'une junte militaire à la dérive qui a fait du Maroc une obsession et un dérivatif, il est difficile de comprendre donc certaines compromissions et certains silences. Il est vrai que la junte militaire fait partie de cette grande muette. C'est pour le moins effronté que d'abriter, de financer, d'armer depuis plus de 4 décennies un groupuscule séparatiste de mercenaires à sa solde et de trouver l'audace de parler d'actes hostiles. Y a-t-il acte plus hostile que de chercher la déstabilisation de la région tout entière, la division chez le voisin et la violation de son intégrité territoriale, en ne manquant aucune occasion pour afficher son rôle de chargé de campagne diplomatique de ce groupuscule Polisario. Et en plus, défenseur à corps et à cri de son droit à l'autodétermination, même quand le sujet n'est pas à l'ordre du jour, justifiant la riposte de l'ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies, selon laquelle l'autodétermination n'est pas un principe à la carte. Et si l'on évoque pour une entité chimérique, on ne doit pas la refuser au peuple kabyle, sans que ce ne soit pour autant la politique pratiquée par le royaume marocain, mais un exercice légitime et cohérent de droit de réponse, tout simplement. Le discours royal avait été ensuite sans équivoque. Aucun mal ne viendra jamais du Maroc, puisque les mains tendues sont légion dans ce pays. Des mesquineries et accusations insensées aussi. Finalement, oui, finalement, l'histoire retiendra. Oublions dans ce cadre l'actualité et remontons un tout petit peu plus loin dans le temps. Nous sommes quelque part en 1830 dans un contexte d'accroissement des ambitions coloniales marqué par la prise d'Alger par la France qui exige la neutralité marocaine. Le devoir moral du combat l'emporte toutefois avec les sacrifices que cela impose. Une délégation de Tlemcen s'était précipitée à Meknès pour prêter allégeance au sultan Moulay Abdelrahman qui consulta ses ulémas afin de fonder cette béa sur les règles du droit face à une représentation du khalifa turc des plus déliquescents. Dès le mois de novembre, un membre de sa famille, Moulay Ali, est envoyé pour le représenter à Tlemcen et en Oranie. Il est bien accueilli par les Hmiyens et par les tribus de la région de Mascara, ainsi que par les citadins de Tlemcen, contrairement aux Koulourlis de Mechouar. C'est aussi au Maroc qu'a trouvé refuge l'émir Abdelkader en 1843, à la suite de la défaite de la Smala. Pour le symbole, rappelant tout de même les origines lointaines de la famille de cet émir, renvoyé à Tafersit, dans le Rif, où était connu celui qui est considéré comme l'aïeul de Mohamed ben Abdelkawi, chef des Bni Touzine, le premier à s'établir à Bourj Bou Arij,
puis près de Béjaïa, après sa persécution par les Mérinides. Ce soutien marocain à la résistance ne manqua pas de provoquer l'ire de la France. Et un ultimatum est envoyé via son consul, puis une escadre de la marine composée de 28 navires, excusez du peu. Tanger est bombardé le 6 août 1844 en représailles et Essaouira le 15 et le 16 du même mois sous les ordres du prince de Joinville. À la frontière algéro-marocaine se déroula par ailleurs la matinée du 14 août, la bataille de l'Oued Isli, sous le commandement du fils du sultan lui-même, face aux troupes autrement plus organisées et équipées du fameux général Bugeaud. Et à midi, oui, à midi, la bataille était bouclée. La catastrophe était si énorme que jamais l'État chérifien n'en a enduré de pareil, résume lucidement l'historien Nasseri de 1835 à 1897. Et la cuisante défaite, vécue comme un traumatisme national, se solda par la signature du traité de l'El-Amrnia, séparant artificiellement les frontières, maintenant l'ambiguïté au sud, semant en cela les grains des conflits frontaliers ultérieurs et scindant par ailleurs des tribus en sœurs et qui durent jusqu'à l'heure actuelle. Exemple frappant, les Ouled Sidi Chir, divisés en Sidi Chir Chiraga, dépendant de l'Algérie, et Sidi Chir Gharaba, sous souveraineté marocaine. De cette fraction est ici la figure illustre de Mohamed Ben Arbi Bouchéri, plus connu sous le nom de Cheikh Bouamama. Selon les mots de l'historien Patrick de Gmelin, c'est un Marocain qui représente l'Algérie, qui résiste, né dans l'oasis de Figuig, inhumé à la Qasba del Ouyoum Sidi Mellouk, avec le replay de l'émir Abdelkader, et en souvenir des atrocités commises par l'armée coloniale depuis la campagne de Bugeaud en 1836, le Maroc fut une terre d'accueil. Plusieurs familles et fractions de tribus y rejoignirent les réfugiés de la période ottomane, entre-temps totalement fondus dans la masse. Leurs marques sont encore éclatantes dans la toponymie, que ce soit dans l'oriental, dans l'Gharb, ou dans le Haouz de Marrakech, Mlaïna, Ben Aouda, etc. Tandis que des familles entières issues d'Alger, de Mascara, de Tlemcen, d'Oran, de Mostaganiem, etc., regagnèrent toutes les villes de Tétouan, Oujda, Teza ou de Fès, ou acquérant depuis le temps la pleine citoyenneté marocaine, n'en oublient pas pour autant leurs origines anciennes. Mais alors que dire de la résistance commune de tous ces centres frontaliers, menacés à l'instar de Aïn Sha'ir, qui avait soutenu le combat des tribus du Men'i, Sidi Chir, Ouled Djerir, Bni Gil, Amour, etc., en offrant l'asile et en faisant face aux attaques et aux sièges de l'armée française, notamment cet assaut de 1870. On peut en dire autant pour un ensemble de ressorts et localités assaillies par l'armée française dans le but déclaré de sécuriser les confins maroco-algériens et surtout d'imposer la politique de tâches d'huile appliquée auparavant aux Tonkin et à Madagascar. Pour ne pas citer que cela, rappelons les combats de Bni Tajdid, de Gorama, de Boudnib,
où la résistance fut notable contre les troupes dirigées par le général Vigy, commandant du territoire Ain Safra. Au combat de Bni Ouizem, mené du côté marocain par les troupes de Moujahid Ahmed Sbahi Saroumchi. Mais, et même lorsque le Maroc obtint son indépendance, le devoir de solidarité avec la cause algérienne continua à s'imposer sur tous les fronts, quitte à en subir les répercussions politiques et économiques de l'ex-puissance colonisatrice, venant s'ajouter à la grande crise consécutive au détournement par la France d'un avion marocain en provenance de Rabat à destination de Tunis et l'arrestation de leaders du FLN, ce mouvement de Front de Libération Nationale, provoquant une vive réaction officielle et de violentes émeutes populaires, dont une ville comme Meknès fut le théâtre sanglant le 23 octobre 1956. Le soutien marocain à la libération de l'Algérie prit toutes les formes possibles, militaires, logistiques, financiers, administratifs, diplomatiques, politiques, etc., etc. La liste est longue. Et c'est sans surprise que le Maroc reconnut dès sa réaction le GPRA, ce gouvernement provisoire de la République algérienne, dont l'annonce a été faite le 19 septembre 1958, simultanément au Caire, à Rabat et à Tunis. Sur le terrain des opérations, la région frontalière continua son rôle de fief politique et militaire de la résistance, notamment, surtout, à Oujda et autres foyers notables comme Berkent, Taourit, Figuig, Nador, etc. Berkane fut aussi, en ce sens, au début des années 60, la base arrière pour un grand nombre de militants indépendantistes algériens et africains de manière générale. À titre d'exemple, tout simplement, la ferme de la famille Belhaj à Oued Alout, à Brita, entre autres, lieu un camp d'entraînement, oui, un camp d'entraînement qui vit défiler des dirigeants du FLN, Front de Libération Nationale Algérien, du mouvement populaire de libération de l'Angola, ou le symbole de la lutte pour l'égalité raciale en Afrique du Sud, de Nelson Mandela. Oui, et pas des moindres. Enfin, comment ne pas rappeler, ou tout simplement se rappeler, que même s'agissant de ces territoires du Sud, intégrés indûment à l'Algérie française, le Maroc, preuve, c'est ainsi qu'au retour d'exil de Madagascar, à la demande du général de Gaulle, oui, à la demande du général de Gaulle, par l'intermédiaire de l'ambassadeur Alexandre Parodi, de constituer une commission pour discuter des frontières, le roi Mohamed V avait répondu à l'époque en substance qu'il n'en était pas question. Ouvrant les guillemets, je suis sûr que lorsque l'Algérie sera indépendante, ses dirigeants nous rendront justice et accepteront d'en discuter avec nous. Fermons les guillemets. Ce sont les propos du feu roi Mohamed V, ici. Et la suite, on la connaît, et on la connaît tous, qui vient jusqu'à la suspension totale aujourd'hui, oui aujourd'hui, de l'importation des produits finis par cette Algérie, la dite Algérie nouvelle. En effet, cette mesure dispose de suspendre la domiciliation bancaire des opérations d'importation de produits destinés à la revente en l'état à partir du 31 octobre 2021. Oui, vous avez bien entendu, suspendre la domiciliation bancaire des opérations d'importation de produits destinés à la revente en l'état à partir
du 31 octobre 2021. Par ailleurs, cette décision ne concerne que les importateurs disposant d'un certificat de conformité en cours de validité et d'extraits de registres commerciaux n'ayant pas encore fait l'objet de rectification. Autrement dit, il est fort probable que cette agréation ne sera pas prorogée, étant donné l'état de la situation du pays, conformément au décret fixant les modalités d'exercice des activités d'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinés à la revente en l'état, ce que précise une note, la même note. Et il faut préciser aussi que l'objectif de ce gouvernement, par cette mesure, est d'obliger les importateurs actifs dans ce domaine à se conformer aux dispositions de leur décret exécutif, et ce, avant le 31 octobre prochain, sans attendre le délai fixé au 31 décembre, donc 2 mois avant, selon cette même note. Et avec tout cela, on ne sait guère ce que nous réservent ces lendemains qui déchantent en cette Algérie et qui déchantent joyeusement dans ces chaumières algériennes. Puisque c'est fini. Oui, c'est fini, maintenant c'est fini. Les carottes sont cuites. Les époques où les bourses regorgeaient de pétrodollars, c'est fini. Et par conséquent, ces cigales qui, autrefois chantantes, devront désormais s'habituer à cette rareté très amère. Car cette Algérie d'aujourd'hui n'est plus cette Algérie d'hier. Et avec, comme toujours, le désormais connu refrain des peuples, le Khawa Khawa d'un côté et le Waha Waha de l'autre. C'est ainsi que vivent depuis des lustres ces pauvres Algériens, ainsi que ces Marocains. Quoi que l'on dise aux grandes dames de ces dirigeants, mais vraiment très amnésiques. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, au travers de votre Ce qui fait débat habituel, ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, un merci pour votre fidélité, un autre merci pour votre patience, mais surtout, un très grand merci pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, d'aider votre chaîne Bled Magharibia qui en a tant besoin en vous y abonnant le plus nombreux possible, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, partout où vous êtes, afin d'être informés très rapidement avec les toutes dernières nouvelles, mais surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.